Le président ukrainien sera exceptionnellement autorisé à s'exprimer à distance lors de la prochaine assemblée générale de l'ONU à New York, après la découverte d'une fosse commune à Izium. En Ouzbékistan, Vladimir Poutine a écouté les préoccupations de ses alliés sur l'Ukraine. Les dirigeants indiens et turcs ont lancé un appel à la paix. L'Italie meurtrie par les violentes inondations qui ont frappé la région des Marches dans le centre du pays, tuant au moins 10 personnes. L'état d'urgence a été déclaré. Les Britanniques continuent de défiler par dizaines de milliers devant le cercueil de la reine Elisabeth II, dont les funérailles auront lieu lundi à Londres. Le président ukrainien sera exceptionnellement autorisé à s'exprimer à distance la semaine prochaine lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Les États membres de l'organisation ont voté vendredi en faveur de cette décision malgré l'opposition de Moscou. La Russie que Volodymyr Zelensky accuse de meurtre de masse après la découverte de plusieurs centaines de corps enterrés dans la ville d'Izium dans l'est de l'Ukraine. Le monde doit voir ce que l'armée russe a laissé derrière elle, a dit le président ukrainien. Un autre enterrement collectif de personnes assassinées, des enfants, des adultes, des civils et des militaires torturés, abattus, tués par des bombardements. Des mères, des pères et leurs filles, des familles entières sont enterrées à Izium où plus de 400 tombes ont été découvertes dans la forêt. Et il existe déjà des preuves d'autres atrocités commises sous occupation russe. L'Union européenne est profondément choquée par cette découverte et condamne ces atrocités dans les termes les plus forts, a réagi ce vendredi le chef de la diplomatie européenne. Réaction également des États-Unis dans la même veine. Selon les autorités locales, 443 tombes ont été découvertes au total, dont probablement une majorité de civils. Cela est terrifiant et est malheureusement le reflet de la dépravation et de la brutalité avec lesquelles les forces russes mènent cette guerre contre l'Ukraine et le peuple ukrainien. Ce vendredi, dans la soirée, le gouverneur régional de la région de Kharkiv rapportait que 99% des corps exhumés à Izium présentaient des signes de mort violente. Plusieurs corps notamment avaient les mains liées derrière le dos, preuve selon lui que les victimes ont été torturées et exécutées. Au sommet de Samarcande en Ouzbékistan, Vladimir Poutine a écouté les préoccupations de ses alliés concernant la guerre en Ukraine. Au lendemain de sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, à qui il avait dit comprendre les questions et les inquiétudes, le chef du Kremlin a tenté cette fois de rassurer le Premier ministre indien Narendra Modi, un défenseur de la paix. Je connais votre position concernant le conflit en Ukraine et les préoccupations que vous soulevez régulièrement. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que tout cela se termine le plus vite possible. L'époque d'aujourd'hui n'est pas celle de la guerre. Nous en avons parlé à plusieurs reprises par téléphone. La démocratie, la diplomatie et le dialogue. Ce sont toutes ces choses-là qui impactent le monde. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a également appelé son homologue russe à stopper la guerre en Ukraine au plus vite par la voie diplomatique. L'avenir dira si le président Poutine a entendu le message de ses alliés qui, au-delà de leurs préoccupations sur l'Ukraine, n'entendent pas compromettre leur partenariat stratégique avec la Russie. Pour sécuriser son approvisionnement en pétrole, l'Allemagne met sous tutelle les activités du géant pétrolier russe Rosneft sur son sol. Berlin prend ainsi le contrôle de la raffinerie PCK à Schwyz, dans l'est du pays. Cette raffinerie approvisionne en carburant la capitale allemande, son aéroport et toute la région alentour. Il est important que nous fassions maintenant tout pour que l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne soit assuré. Et cela vaut aussi pour le traitement du pétrole brut. La raffinerie de Schwyz sera sécurisée par cette décision. Je tiens à le dire en particulier aux travailleurs de ce site et à leurs familles, et bien sûr à la ville et à la région. Les 1200 travailleurs de Schwyz peuvent donc pour l'instant pousser un soupir de soulagement. Olaf Scholz et le ministre de l'économie Robert Habeck ont également parlé de plans d'investissement pour un avenir sans pétrole. 100 milliards d'euros seront mis à disposition pour une transformation des infrastructures de la région pour l'avenir, afin que cette région devienne prospère, même après le pétrole.
En plus de la raffinerie de Schwyz, le gouvernement prend également le contrôle de 2 autres sites de raffinage, l'un situé à Karlsruhe et l'autre à Faubourg. L'ensemble des filiales de Rosneft en Allemagne représente environ 12% de la capacité de raffinage du pétrole dans le pays. La tutelle prend effet ce vendredi et est pour l'instant limitée à 6 mois. À Pianello di Ostra, dans la région d'Ancône en Italie, les habitants s'attellent à déblayer, ranger, sauver ce qui peut encore l'être. Les inondations de ces derniers jours ont été aussi soudaines que violentes. Plusieurs quartiers se sont retrouvés sans électricité ni téléphone et certains habitants ont encore du mal à réaliser ce qui s'est passé. Heureusement que nous vivons au premier étage. Depuis notre terrasse, nous avons vu cette masse d'eau passer soudainement, en moins de 10 minutes, de 50 cm à 1,40 m de hauteur. Quand nous sommes arrivés ce matin, la situation était vraiment dramatique à l'intérieur de la maison. Ma grand-mère, qui y vivait jusqu'à maintenant, ne peut plus y habiter. Nous avons quasiment tout jeté. Je ne sais pas si ni quand elle pourra revenir vivre dans sa maison. Les inondations qui ont dévasté la région des Marches ont remis le changement climatique au cœur du débat politique à une semaine des élections législatives. Les réactions des habitants et des maires des zones impactées mettent notamment en avant la sécurité environnementale comme impératif à la reconstruction. Sans la sécurité environnementale, il n'y a pas de possibilité de rester pour les personnes qui vivent ici et qui à l'heure actuelle veulent partir. Donc s'attaquer aux problèmes hydrogéologiques, c'est s'attaquer aux problèmes des infrastructures, c'est investir, mais c'est surtout s'attaquer au changement climatique. Ces violentes intempéries ont fait au moins une dizaine de morts dans la région. L'état d'urgence a été déclaré dans les Marches et une première tranche de 5 millions d'euros a été débloquée pour financer les premiers secours. À Londres, les 4 enfants d'Elisabeth II ont fait irruption ce vendredi soir dans le Westminster Hall, où des dizaines de milliers de Britanniques continuent de défiler devant le cercueil de la reine. Vêtus de leur uniforme militaire, le roi Charles III, sa sœur la princesse Anne et ses 2 frères, les princes Andrew et Edward, ont veillé pendant plusieurs minutes au milieu d'une foule d'anonymes qui doit patienter très longtemps pour faire ses adieux à la reine. Les autorités britanniques estiment désormais à plus de 24 heures le temps d'attente pour parvenir jusqu'au cercueil. Dans l'interminable file qui serpente près de la Tamise, on peut apercevoir aussi des visages connus, comme celui de David Beckham. L'ex-star du football a fait la queue durant 12 heures avant d'arriver dans le Westminster Hall, où l'émotion se lit sur les visages. Par ailleurs, Charles III a conclu vendredi au Pays de Galles sa tournée dans les 4 nations constitutives du Royaume-Uni. Les funérailles d'Elisabeth II auront lieu lundi à Londres, un défi sécuritaire pour les autorités, alors que plus de 500 dignitaires étrangers sont attendus. Le Festival international du film de San Sebastian débute ce vendredi. Un événement de classe mondiale comme Cannes, Venise ou Berlin qui présente chaque année le meilleur du cinéma international et plus particulièrement hispanique. Pour cette édition qui se tient jusqu'au 24 septembre, Juliette Binoche recevra le prix Donostia, la plus haute distinction du festival, qui rend hommage à la carrière de l'actrice française. À Paris, le centre Pompidou consacre une grande rétrospective à Gérard Garouste, artiste né en 1946 au parcours riche et inclassable, considéré comme l'un des plus importants peintres français contemporains, adepte d'une figuration sans concession. Aux côtés des 120 peintures majeures, souvent de très grand format, l'exposition Gérard Garouste au centre Pompidou fait place aux installations, sculptures et œuvres graphiques de l'artiste, à voir jusqu'au mois de janvier. Donatello est l'une des figures de la Renaissance italienne. Ses œuvres se distinguent par des innovations techniques et ont révolutionné la pratique artistique de son époque. L'exposition Donatello offre une expérience unique, la rétrospective la plus complète jamais réalisée sur le sculpteur maître de la Renaissance florentine. 90 œuvres sont exposées. Certaines sculptures majeures n'avaient jamais été réunies, c'est désormais chose faite. À voir à la Gemäldegalerie de Berlin jusqu'en janvier.